ela. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi muke kangi muki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ela. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Indi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Des vœux présidentiels aura ce 31 décembre. Crise sanitaire oblige, des accents sans doute bien différents. Quel mot trouver pour redonner de l'espoir aux Français? Une allocution suivie par des millions de Français. Pour en parler avec nous, Charlotte Hurienne-Tomaka, bonsoir, merci d'être avec nous. Alors on sait que c'est la 8e allocution du chef de l'État cette année. On s'interroge donc comment ne pas lasser les Français. Son entourage en tout cas promet un discours de vérité, d'unité ce soir. Finalement, à quoi faut-il s'attendre? Eh bien oui, vous le disiez, donc 8e prise de parole, ce sera la 9e ce soir avec ses vœux. Et puis 4e fois que Emmanuel Macron va présenter ses vœux aux Français depuis qu'il a été élu en 2017. Alors vous l'avez dit, des vœux qui vont avoir une tonalité extrêmement particulière suite à cette crise sanitaire et puis cette crise économique qui arrive, qui se poursuit plutôt. Alors des vœux qui ont été enregistrés il y a quelques minutes depuis le palais de l'Élysée. Les conseillers nous ont dit tout l'après-midi que Emmanuel Macron souhaitait dépoussiérer la forme de ses vœux en prenant la parole non pas depuis son bureau mais depuis un salon par exemple. Alors, on n'a pas plus de précision encore. Un discours d'une quinzaine de minutes a priori. Emmanuel Macron souhaite ne pas faire trop long. Et puis ce qu'il faut noter aussi, c'est que cet après-midi, Olivier Véran a pris la parole, le ministre de la Santé, pour détailler et donner des précisions sur cette stratégie vaccinale parce que la polémique commençait à monter en France ces derniers jours. Il a en quelque sorte dégagé l'horizon pour le chef de l'État pour que le chef de l'État n'ait pas à consacrer la totalité de ses vœux à cette stratégie vaccinale et à expliquer et à défaire cette polémique ici en France. Voilà Charlotte, la fin du suspense, c'est tout de suite. Place à cette allocution. Françaises, Français, mes chers compatriotes de l'Hexagone, d'outre-mer et de l'étranger. Ce soir, nous ne vivons pas un 31 décembre comme les autres. Là où, dans nos villes et nos villages, l'heure est d'habitude aux grands rassemblements, ils sont cette année interdits par l'épidémie. Les places de nos communes sont éteintes, nos foyers moins joyeux qu'à l'accoutumée. L'année 2020 s'achève donc comme elle s'est déroulée, par des efforts et des restrictions. Et j'ai pleinement conscience, par les décisions que j'ai eu à prendre, des sacrifices que je vous ai demandés. Je suis sincèrement convaincu que nous avons fait les bons choix au bon moment et je veux vous remercier de votre civisme, de cet esprit de responsabilité collective par lequel nous avons sauvé tant de vies et qui nous permet aujourd'hui de tenir mieux que beaucoup face à l'épidémie. En votre nom, j'ai ce soir une pensée pour les 64 000 victimes de ce virus, leurs familles et leurs proches. Des parents, des amis, des pans entiers de l'imaginaire français nous ont quittés ces derniers mois. Oui, cette année 2020 a été difficile. Elle nous a rappelé nos vulnérabilités. Elle a été encore plus injuste pour les plus fragiles. Mais ensemble, nous en sortons encore plus unis et en ayant beaucoup appris. J'ai aussi une pensée pour tous nos compatriotes vivant dans la précarité, parfois la pauvreté, pour qui la crise que nous traversons rend le quotidien plus difficile encore. Je veux dire notre reconnaissance à ceux qui se sont mobilisés pour soigner, nourrir, éduquer, protéger, à tous ceux qui, par leur travail, leur engagement, nous ont permis de tenir debout et ensemble durant ces mois difficiles, et qui, ce soir encore, le font pour la nation. À nos concitoyens œuvrant dans les secteurs de la culture, du sport, de la restauration, de l'hôtellerie, du tourisme ou de l'événementiel, aux étudiants qui ont souffert et souffrent encore davantage que les autres, je veux leur redire que nous serons là. Évidemment, pour réussir à sortir au plus vite de cette situation et pour leur permettre de tenir dans cette période si dure et injuste pour eux, où nous leur demandons de travailler autrement et parfois même
de renoncer à leur activité. Cette épreuve historique a aussi révélé la solidité de notre nation. Malgré la pandémie, nous n'avons jamais renoncé à poursuivre notre ambition de progrès pour chacun, en baissant les impôts, en ouvrant de nouveaux droits comme le congé pour les aidants, l'allongement du congé paternité, en soutenant par des primes la conversion de notre parc automobile, en ouvrant sur tout le territoire des maisons France Service, en investissant dans notre souveraineté et notre recherche de manière historique, en agissant pour produire davantage en France, en Europe. Nos soignants ont non seulement tenu, mais nous avons engagé une transformation en profondeur et des investissements historiques pour notre santé, dont les prochaines années révéleront la pertinence. Notre pays est l'un de ceux qui est le plus intervenu pour protéger et accompagner les jeunes, les travailleurs, les entrepreneurs. Ce quoi qu'il en coûte, je l'assume, car il a permis de préserver des vies et de protéger des emplois. Il nous faudra bâtir ensemble les réponses qui permettront de ne pas en faire un fardeau pour les générations futures. Ce soir, pour la première fois, un pays, le Royaume-Uni, quittera l'Union européenne. Nous avons scellé il y a quelques jours un accord pour organiser nos relations futures avec lui, en défendant nos intérêts, nos industriels, nos pêcheurs et notre unité européenne. Le Royaume-Uni demeure notre voisin, mais aussi notre ami et notre allié. Ce choix de quitter l'Europe, ce Brexit, a été l'enfant du malaise européen et de beaucoup de mensonges et de fausses promesses. Mais je veux, moi, vous dire très clairement ce soir, notre destin est d'abord en Europe. Notre souveraineté est nationale et je ferai tout pour que nous retrouvions la maîtrise de notre destinée et de nos vies. Mais cette souveraineté passe aussi par une Europe plus forte, plus autonome, plus unie. C'est ce que nous avons bâti en 2020. Parce que nous avons su conduire les transformations nécessaires et renforcer notre crédibilité, nous avons su convaincre l'Allemagne, puis les autres membres de l'Union européenne, de concevoir un plan de relance unique et massif et de décider d'un endettement commun et solidaire pour mieux préparer notre avenir en nous engageant dans la transition écologique et numérique et en créant autant d'emplois que nous le pouvons pour notre jeunesse. Oui, cette année 2020 ne se résume pas à l'épidémie, même si celle-ci a changé nos vies. Elle a aussi, à mes yeux, révélé des parcours exemplaires qui sont autant de boussoles pour les temps à venir. Notre plus grande fierté, en effet, ce sont les Françaises et les Français, vous. Marie-Corentine a 24 ans. Au printemps dernier, cette infirmière fraîchement diplômée, originaire de Limoges, n'a pas hésité à tout quitter pour prêter main forte aux équipes de l'hôpital de Créteil débordé par l'afflux des malades du virus. Jean-Luc est chauffeur éboueur en Guyane. Avec ses collègues Anthony et Maxime, ils n'ont jamais cessé de travailler depuis le début de la pandémie. Au plus fort du confinement, ils constituaient cette deuxième ligne qui a permis au pays de continuer à vivre et à la vie de continuer. Gérald est entrepreneur près d'Angers. Pour faire face à la demande de masques, il a, avec ses salariés, réussi la prouesse d'ouvrir ses usines 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et plus récemment, d'en installer une autre en un temps record. Lucas a 11 ans, et habite Béthune. Lorsqu'il a découvert la situation d'isolement des personnes âgées atteintes du Covid-19 dans l'hôpital de sa ville, il n'a pas hésité une seconde et a fait don de sa tablette pour leur permettre de communiquer avec leurs proches et de retrouver le sourire. Il a été suivi par de nombreux autres. Rosalie est libraire à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Comme tous ses confrères, elle a beaucoup souffert de la fermeture des commerces malgré les aides. Elle a su innover. Mettre en place un site internet pour permettre la vente à emporter lors des semaines les plus dures. Et les clients à Noël ont répondu présent. Romain et gendarmes attendent dans les Alpes-Maritimes. La nuit du 2 au 3 octobre, des inondations menacent d'emporter une maison de retraite. Au péril de sa vie, il parvient à évacuer plus de 70 résidents, leur sauvant la vie. Avec les policiers de Nice,
qui ont mis fin à l'attentat de la basilique Notre-Dame de l'Assomption, avec Arnaud, Cyril et Rémi, gendarmes tués alors qu'ils portaient secours à une femme battue dans le puits de Dôme, avec Tannéry, Dorian et Quentin, militaires morts lundi dernier en opération au Mali. Ils sont des héros de la nation. Mehdi est professeur de sciences économiques et sociales dans les quartiers nord de Marseille. Comme des milliers d'enseignants, il a eu, quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty, à organiser un cours sur la laïcité. Pour cela, il a pris le temps de se former auprès d'autres professeurs et d'inspecteurs d'académie, et avec courage, il est alors revenu auprès de ses élèves sur nos valeurs, leur histoire, assumant cette haute mission de notre école, de nos enseignants, faire des républicains. Wendy est footballeuse. Comme tous les sportifs amateurs et professionnels, elle a vécu une saison difficile avec des entraînements impossibles, des compétitions décalées, des matchs sans public. Pourtant, elle a puisé en elle la force d'âme d'aller remporter avec son club de toujours une 7e Ligue des Champions, un record, et de nous faire rêver dans cette période grise. Morissette a 78 ans. Elle réside dans une maison de retraite de Sevran et il y a quelques jours, vous l'avez tous vu comme moi, elle a été la première Française à se vacciner contre la Covid-19, envoyant contre l'obscurantisme et le complotisme un magnifique message d'espoir pour l'année qui s'ouvre. Tous ces prénoms, ces visages, sont ceux de votre sœur, de votre voisin, de vos amis, de ces milliers d'anonymes qui, engagés et solidaires, ont tenu notre pays dans l'épreuve. Tous ces prénoms, ces visages, sont ceux de l'espérance. Ceux de France. Mes chers compatriotes, notre nation a traversé cette année avec une telle unité et une telle résilience. Rien ne peut lui résister. Notre nation a été capable, dans ces temps difficiles, de tant d'innovation, d'inventivité, de générosité. Tout lui est possible. En 2021, quoi qu'il arrive, nous saurons donc faire face aux crises sanitaires, économiques et sociales, terroristes, climatiques, qui ne s'éteindront pas avec le 1er janvier. Les premiers mois de l'année seront difficiles, et au moins jusqu'au printemps, l'épidémie pèsera encore beaucoup sur la vie de notre pays. En 2021, quoi qu'il arrive, parce que nous nous y sommes préparés, nous saurons aussi relever les défis à venir. La transition écologique et la protection de la biodiversité, avec la mise en œuvre des propositions de la Convention citoyenne et d'autres réformes. La lutte pour la République et pour nos valeurs, la laïcité, la fraternité, pour plus de sécurité. Et la poursuite de notre engagement pour le mérite, le travail, l'égalité des chances et la lutte contre toutes les inégalités et contre les discriminations. Les épreuves que nous avons affrontées auraient pu émousser notre enthousiasme, désaltérer l'espoir. Il n'en est rien. L'espoir est là. L'espoir est là, dans ce vaccin que le génie humain a fait advenir en 1 an seulement. C'était impensable il y a encore quelques mois. Et je vous le dis avec beaucoup de détermination ce soir. Je ne laisserai personne jouer avec la sûreté et les bonnes conditions, encadrées par nos scientifiques et nos médecins, dans lesquelles la vaccination doit se faire. Et je ne laisserai pas davantage, pour de mauvaises raisons, une lenteur injustifiée s'installer. Chaque Français qui le souhaite doit pouvoir se faire vacciner, de manière sûre et dans le bon ordre, en commençant par ceux qui présentent le plus de risques. L'espoir est là. Et l'espoir grandit chaque jour, dans cette relance qui déjà frémit en France plus qu'ailleurs, et qui va nous permettre, dès le printemps, d'inventer une économie plus forte, tout à la fois créatrice d'emplois, plus innovante, plus respectueuse du climat et de la biodiversité et plus solidaire. Et je sais, le Premier ministre et le gouvernement pleinement mobilisés. L'espoir vit dans la liberté que nous retrouverons, dans la force de notre culture, de notre art de vivre à la française, dans les leçons aussi que nous saurons tirer de cette crise pour plus de simplicité, d'efficacité, parfois tout simplement de bon sens. L'espoir vit dans notre jeunesse. Nous lui avons tant demandé, des sacrifices,
de renoncer aux rencontres qui sont à cet âge plus qu'à d'autres le sel de la vie. Nous lui avons tant demandé pour sauver des vies, en particulier les vies des plus fragiles de nos aînés. Nous sommes donc ses débiteurs pour nos choix à venir. Et je m'y engage. C'est pour notre jeunesse que nous devons continuer à agir, à transformer, à avancer. Nous n'ajouterons pas au coût de la crise celui de l'inaction. En luttant contre le virus, en nous battant contre ses conséquences économiques et sociales, en refondant une société plus forte, fraternelle et durable, c'est la France de 2030 que nous bâtirons. Tel est notre cap. Alors ensemble, dans la concorde, regardons devant nous, regardons notre avenir, préparons dès aujourd'hui ce printemps 2021 qui sera le début d'un nouveau matin français, d'une renaissance européenne. Restons ce peuple uni, solidaire, fier de son histoire, de ses valeurs, de sa culture, confiant dans l'avenir et le progrès, sûr de son talent et de son énergie et ambitieux pour lui-même, quoi qu'il arrive. Soyons fiers, fiers d'être nous, les Français, la France. Voilà, mes chers compatriotes, bonne année à tous. Que 2021 soit une année heureuse pour chacune et chacun et une année utile pour notre pays. Vive la République et vive la France. Voilà, vous venez de suivre en direct sur France 24 l'allocution d'Emmanuel Macron, ses traditionnels vœux de bonne année depuis l'Élysée. Une allocution qui a duré un peu plus de 14 minutes. Le chef de l'État qui est apparu ici, on l'a vu, sur la forme peut-être un peu plus décontractée, dans un salon de l'Élysée. Emmanuel Macron qui a salué l'esprit de civisme des Français. Charlotte qui a notamment pris de nombreux exemples, qui a égrené des noms, des exemples de Français. Est-ce que c'est un Emmanuel Macron qui veut se montrer proche des Français ici ? Oui, un Emmanuel Macron qui veut se montrer proche des Français, qui veut aussi apporter un message d'espoir après une année marquée donc par la pandémie et auquel le discours a été largement consacré. Donc vous l'avez dit, il a un peu dépoussiéré l'exercice, une forme inhabituelle, enfin pour le moins inhabituelle. Il était assis à une table basse dans son bureau à côté d'un feu de cheminée, donc un scénario un peu différent des années précédentes. Voilà. Alors vous avez expliqué qu'il a pris l'exemple de soignants, notamment de Français, qui sont allés au front, entre guillemets. Oui, parce que cette année, il avait décidé de mettre en valeur les Français qui se sont donnés pendant la pandémie, pendant le premier confinement, qui sont allés aider les autres, les soignants notamment. C'était très important pour Emmanuel Macron de rendre hommage aux soignants, mais aussi aux enseignants, à ceux qui étaient en deuxième ligne, ceux qui ont pu nourrir les Français notamment, mais aussi ces enfants il a donné l'exemple d'un jeune enfant qui est allé donner sa tablette dans un EHPAD, mais aussi il a souhaité hommage en prenant l'exemple des derniers jours dans l'actualité de ces militaires qui sont morts au Mali. Il a tenu à leur rendre hommage, à les remercier. Et puis il faut noter aussi une petite phrase sur le Brexit, bien sûr, puisque ce soir le Royaume-Uni divorcera officiellement de l'Union européenne. Donc on s'attendait à ce qu'Emmanuel Macron évidemment ait un mot sur ce Brexit. Alors pour lui, il l'a expliqué, le Royaume-Uni reste un voisin et un allié, mais l'Europe est le destin de la France et donc on peut supposer qu'il estime que c'est une erreur de la part du Royaume-Uni de sortir de l'Union européenne. Alors Macron, on l'a vu, on l'a entendu, Macron l'européen, Macron peut-être aussi le réformateur, c'est intéressant aussi de noter ici. Donc Emmanuel Macron qui a dit que cette année 2020 ne se résume pas seulement à la pandémie, il a aussi en fait égrené les réformes qu'il avait déjà menées au cours de cette année. Oui, tout à fait, parce que l'année 2021, en fait, ça va être la dernière année pleine où Emmanuel Macron pourra réformer, entre guillemets, si bien sûr la situation le permet. On l'appelait le président réformateur et puis le 15 mars 2020, il a été stoppé net dans son élan
bilan avec cette pandémie et ce premier confinement. On est passé d'une politique plutôt libérale à une politique keynésienne, ce qui était assez inattendu pour Emmanuel Macron, et il l'a redit ce soir, le quoi qu'il en coûte du 15 mars est toujours valable pour cette année 2021 qui arrive. Mais oui, tout à fait, l'année 2020 ne se résume pas seulement à cette pandémie. Il a souligné son bilan positif et puis son bilan positif des années précédentes, parce que ne l'oublions pas, Emmanuel Macron sera certainement candidat pour cette élection présidentielle en 2022, et il est quand même obligé en quelque sorte de mettre en avant son bilan positif, son bilan économique qui était en train de repartir, cette économie française, peu de temps avant le confinement. Il l'avait notamment souligné au mois de janvier dernier, enfin janvier 2020, lors d'un déplacement. Il estimait que l'on voyait commencer à fleurir dans l'économie française les premiers résultats de ces efforts faits par les Français, de ces efforts économiques et de ces réformes qu'il a mises en œuvre, notamment la réforme de la SNCF par exemple, pour ne citer que celle-ci. Mais il a été coupé net dans son élan, je vous le disais, puisque la pandémie a eu lieu et que l'économie a complètement cessé en France. D'ailleurs, dans le monde, c'est également le cas. Est-ce qu'il va pouvoir remettre en place ces réformes? En tout cas, il l'espère. Emmanuel Macron reste le président réformateur, et pour se représenter en 2022, il est obligé de remettre sur la table les réformes qui étaient à son programme en 2017. Alors, un président réformateur tourné vers demain, alors tout ça c'est synonyme de l'espoir, il l'a répété plusieurs fois. C'est une année importante pour lui, hein, vous venez de le dire. Et il y a surtout ce vaccin, il a voulu ici aussi répondre à toutes ces critiques qui se font entendre, critiques assez unanimes sur la lenteur de la vaccination en France. Hein. Oui, tout à fait, parce que la vaccination en France et en Europe a commencé ce dimanche 27 décembre. Alors, en Allemagne, 130 000 personnes ont déjà été vaccinées. En France, aujourd'hui, on dénombre 200 vaccinés. Donc, il a voulu couper court à la polémique. Cet après-midi, Olivier Véran, je vous le disais précédemment, le ministre de la Santé a pris la parole et s'est exprimé aussi dans une série de tweets pour expliquer qu'on allait passer à la vitesse supérieure sur la vaccination, parce que la polémique monte en France depuis quelques jours évidemment. 200 vaccinés, c'est vraiment très peu, et ce n'est pas de cette façon-là qu'on pourra lutter contre la pandémie et éviter les prochaines vagues et les reconfinements successifs à venir. Donc Emmanuel Macron ne pouvait pas se permettre de passer la majorité de son discours à parler de la campagne de vaccination en France et à expliquer et à faire de retomber la polémique sur cette lenteur de la stratégie vaccinale. Donc Olivier Véran a fait une communication de crise cet après-midi. Il a dégagé l'horizon pour le président de la République. Alors on nous a fait dire du côté de l'Élysée qu'Emmanuel Macron était très en colère sur ces lenteurs de la campagne vaccinale depuis dimanche. Il estime vraiment que ça ne va pas assez vite du tout et que c'est le seul horizon positif, ce vaccin, pour la suite à venir de la crise sanitaire. Et donc il a demandé évidemment, on le suppose, à son ministre de dégager l'horizon et donc de communiquer dès cet après-midi. Il faut savoir que depuis le début de la Ve République, c'est extrêmement rare, voire même je crois que ça ne s'est jamais produit qu'un ministre prenne la parole quelques heures avant le président, avant ses traditionnels vœux, pour faire retomber une polémique. Ça n'est pas arrivé depuis le début de la Ve. Merci beaucoup Charlotte pour ce décryptage de ces vœux présidentiels d'Emmanuel Macron. On se retrouve dans un peu moins de 10 minutes pour un nouveau journal. À tout de suite. Ela kaka pana ulanta babisite ya kaka moko elengi ya kano, elengi kitoko, bomoko ya mboka, bomoko ya mboka, babi bomoko ya mboka ndi mutekangi moki, bana Matadi, bana Bandundu, Équateur, bulanta bomoko ya mboka. Ela bomoko ya mboka zibeka na bela eyindi na bomoko ya mboka, lanta bomoko ya mboka, bomoko ya mboka, elengi kano.